Ah, qui ne s'est jamais dit mais cet héros il est débile, moi à sa place j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et bien figurez-vous que parfois c'est possible. Aujourd'hui on va parler non pas de livres audio mais de visual novel ou de livres interactifs. Qu'est-ce qu'un visual novel? Qu'est-ce qu'un livre interactif? C'est tout simplement une histoire sur laquelle il va y avoir une intrigue générale. L'auteur va nous proposer à certains moments, à des fins de chapitre, etc., des choix à effectuer pour pouvoir poursuivre l'histoire dans une direction ou plutôt dans une autre. Les visual novels, ça vient principalement du Japon, c'est les trois quarts du temps des jeux de drague apparemment, et qui vont un peu au-delà pour conclure. Donc ça serait plutôt du monde 18. Sauf que je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu un peu ce que c'était un livre interactif ou un visual novel, ou avec ces systèmes de choix, avec le fameux livre, le livre dont vous êtes le héros, souligné en gras, italique, voilà, c'est vous le héros, où ça se passe voilà, dans des mondes parallèles, avec un système de points compliqué, enfin bref, moi j'ai jamais trop accroché avec ce livre-là, même si j'aimais bien le principe de pouvoir choisir la suite. Mais il existe d'autres livres qui le font. J'avais commencé étant plus jeune avec un livre avec une histoire de montgolfière trouvée dans la bibliothèque de mes grands-parents, qui devait sûrement appartenir à mon oncle d'ailleurs. En fonction des choix qu'on faisait, on pouvait soit rencontrer les extraterrestres, soit finir Maharaja du Sahara. Ça, c'était vraiment sur une histoire qui partait sur plusieurs ramifications, et aussi une série de livres que j'avais emprunté à la bibliothèque, où ce sont des enquêtes. Donc là, par contre, l'histoire est plutôt linéaire, et en fonction des choix, on va se tromper ou on va trouver les indices qui va nous mener à la révélation finale. Oui, viens là toi. Oui, regardez comme elle est belle et heureuse d'être prise dans les bras. Après voilà, donc ça c'était les premiers livres que j'ai lus. Ensuite j'ai continué sur des plateformes qui étaient plus des plateformes numériques, qui sont, j'ai l'impression de parler comme une vieille, des plateformes numériques sur l'ordinateur et sur l'internet, avec du coup des jeux type Amour sucré, hein, Charlène si tu passes par là. Voilà, grosse époque de notre vie. C'était un jeu de drague, on était dans un lycée, il fallait faire des choix pour savoir avec quel garçon on devait sortir. Bon. J'ai poursuivi avec des jeux sur PlayStation, et notamment la licence qui a fait, enfin je sais plus le truc comme EA Games ou les autres, la Square Enix, machin, je sais plus c'est qui ont fait Heavy Rain. Voilà, pareil, un jeu à choix vraiment super, on interprète donc 3 personnages différents. En fonction des choix que l'on va effectuer durant le jeu, ça va vraiment influencer sur la suite de l'histoire. Et en plus les choix étaient vraiment cornéliens, enfin je m'en souviens de un où il fallait soit se couper un doigt, soit avoir la possibilité de voir son fils mourir, donc j'étais comme ça devant PlayStation toute tétanisée, vraiment hyper prenant. Et ensuite il y a Beyond Two Souls aussi, de la même franchise là. Pareil, un jeu à choix, mais là j'ai moins senti les impacts des choix qu'on faisait parce que c'était moins mis en avant, je sais pas. Et après ils ont fait le magnifique, l'incroyable Detroit Becoming Human, qui lui est super parce qu'en plus en fait à chaque fin de chapitre on voit les ramifications qu'on n'a pas faites et les ramifications qu'on a faites bien sûr. Ça montre vraiment tout ce qui peut être fait, et ça montre aussi le travail qu'il y a derrière, et c'est vraiment impressionnant et incroyable. Il y a aussi un jeu que j'avais suivi qui s'appelle Along the Age, mais là j'ai suivi une youtubeuse le faire et ça avait l'air aussi d'être dans le même système où chaque choix vraiment détermine la suite de l'histoire, et les graphismes étaient très jolis. Et après il y a aussi des jeux de société qui font un peu ce type là. On a Time Stories où en fait on peut acheter des petits scénarios, et à chaque fois c'est des petits scénarios à choix, même si l'histoire reste linéaire, ça reste des choix à faire. Et aussi Détective, un jeu de société vraiment super, où il faut voilà, il y a une enquête à mener et il faut choisir quelle carte il faut retourner, quelle carte il faut choisir pour essayer de récupérer des indices. Après on fait des déductions et tout, enfin c'est super quoi. Et donc avec tous ces jeux auxquels j'ai joué, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? J'ai eu envie de faire le mien. J'ai un peu cherché quel système de plateforme je pouvais utiliser pour faire ça, parce que bon j'y connaissais pas grand chose. Parce que si en fait avec Time Story je me suis amusée à faire un scénario, et du coup j'avais un peu envie de faire un jeu à choix, et je me suis dit que j'allais essayer de coder ce jeu là, et c'est en cours, et quand ça sera terminé je vous le dirai et je vous le mettrai en ligne. Rendez-vous dans 10 ans. J'ai découvert le logiciel qui s'appelle Ren'Py ou Ren'Py, je ne sais pas comment on dit, qui est un logiciel en open source, en libre service, qui va autant sur Linux que Windows que Mac, qui est assez facile de prise en main, surtout quand on n'y connaît rien en codage comme moi. Et en plus, il y a une communauté sur Discord qui agit comme un forum en fait, qui est vraiment là aussi pour aider et pour échanger, etc. C'est plutôt très agréable comme plateforme. Et dans le lieu de débat est venu enfin le sujet de cette vidéo, la question de qu'est-ce qu'un bon VM, qu'est-ce qu'un bon
bon visual novel, donc qu'est-ce qui est un bon livre interactif, si on pourrait dire ça comme ça, ou une histoire interactive. Et ça m'a laissé un peu pensive et songeuse, et du coup je me suis replongée justement dans tous les livres, je me suis replongée mentalement dans tous les livres que je viens de vous citer, les jeux et les jeux de société, et je pense qu'il y a un point qui fait qu'un visual novel devient bon. Alors bien évidemment ça va dépendre du thème que vous allez choisir, mais en règle générale le truc qui marche le mieux je pense, c'est d'avoir déjà une histoire qui va vraiment impliquer le lecteur, ou la personne qui va jouer, qui va vraiment lui donner l'impression d'être happé dans une histoire déjà, donc bon ça après il n'y a pas besoin de faire un livre interactif pour avoir un spectateur qui se sent happé dans une histoire, mais là le but c'est de le sentir impliqué, que vraiment que ses choix puissent avoir un impact, qu'il puisse vraiment réfléchir à ce qu'il va faire par rapport à la suite de l'histoire, comme si sa vie en dépendait quoi en gros. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans Detroit Becoming Human et aussi Heavy Rain. Je trouve que je trouvais moins du coup dans Beyond Two Souls. Du coup j'ai un peu plus décortiqué Detroit Becoming Human, donc pour la faire courte, l'histoire c'est dans un futur proche, on a des petits esclaves qui s'appellent des robots, des petits androïdes qui sont là du coup pour aider l'humain à ne rien faire ou tout faire à sa place, j'ai envie de dire. Donc on va interpréter 3 de ces robots, 3 de ces androïdes qui vont petit à petit découvrir une sorte d'humanité en eux, et ça va poser des questions justement sur qu'est-ce que l'humanité. Voilà, sachant que dès le départ, vu qu'on est un être humain qui joue en des robots, forcément on va se poser cette question là derrière, puisqu'on va vouloir avoir cette sensation de libre arbitre qui va venir rentrer en compte tout ça. Et justement, c'est toutes ces questions là, ces questions en profondeur, je pense qu'ils font que le jeu est si bon. Je m'explique. On part d'un point A pour arriver à un point B. Ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. Voilà, ils ont choisi un thème général, je dirais, par rapport à l'humanité, qu'est-ce qui fait l'humanité. Et ensuite, ils nous ont balancé donc 3 personnages, 3 robots, qui vont avoir pour objectif finalement tous les 3 d'être des robots libres. Mais libres de quelle manière? Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'on va être sur un récit initiatique, où en fait on va avoir tout un cheminement qui va faire une évolution du personnage. Ces 3 personnages vont devenir des robots libres. Voilà, c'est un peu l'objectif de ces 3 personnages. Et chacun va essayer d'y parvenir d'une façon différente en incluant des valeurs. Attention, hein, j'ai réfléchi quand même. Hein. Donc on a Kara. Kara qui est... ouais c'est ça, j'y ai joué il y a longtemps, donc les prénoms des fois. Kara qui est donc un robot androïde qui est là pour faire un peu la bonne à tout faire dans une maison, et qui va notamment s'occuper de la petite gamine qui est dans la maison. Donc dans cette maison il y a un père et sa fille, et le père est alcoolique, drogué, et finit par frapper un peu tout le monde, dont l'androïde en question. On va être sur une situation de survie, de survie égoïste, on va dire. C'est si je ne fais rien, je meurs. Et ça va se débloquer avec une situation où Kara va devoir aller sauver la petite fille. Donc ça arrive dès le début, je ne vous spoil pas trop normalement. Là va se développer une empathie pour cet autre personnage qui va faire que son libre arbitre va changer et qu'elle va tout faire pour aller sauver cette petite. Là, on va se retrouver face à un personnage qui va être confronté à une valeur. La valeur, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Qui va être confronté à une situation de danger pour soi-même et pour quelqu'un d'autre. Ce qui va développer 2 grands thèmes, le thème familial et le thème égoïste, ce qui va expliquer pourquoi on va pouvoir aider la petite et pourquoi ils vont nous proposer parfois d'avoir des choix très égoïstes, qui va être plutôt de repousser la gamine. Ça, c'est pour le personnage numéro 1. Pour le personnage numéro 2, qui est Marcus, d'ailleurs nous avons nommé notre aspirateur automatique en hommage à Marcus. Voilà, ça nous a fait beaucoup rire. Marcus, lui, ça va être aussi le robot qui va découvrir sa propre humanité ou sa propre conscience d'être. Voilà. Et justement, en fonction de sa propre conscience d'être ou une conscience d'humanité, ça va nous amener à encore 2 grands choix de valeurs différents, qui va être une valeur qui va être plutôt humaniste, c'est-à-dire plutôt dans le pacifisme, dans le fait de cohabiter tous ensemble, etc. Donc il va plutôt l'amener là-dessus. Et ensuite on va avoir la valeur plutôt conscience de soi et de ses semblables, en rejet avec les autres. Et donc ça va être plutôt lié à une sorte de vengeance aussi, qui va être qu'il va construire sa liberté, son peuple, que vis-à-vis son prisme à lui. Donc la seule façon d'acquérir sa liberté, c'est de détruire celle des autres. Voilà, donc ça peut être une façon de voir les choses. Et on a le personnage le plus compliqué,
est Connor. Connor qui lui est un robot à part entière. J'aimerais dire, c'est l'archétype du robot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humanité en lui, il va pas avoir de sentiments en ce sens, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire est logique. Ça va faire penser un peu à Spock dans... comment que ça s'appelle? Le trou de mémoire, je sais plus. Donc lui, il va être plutôt dans une sorte d'analyse scientifique des choses. Donc sa liberté, elle va passer, lui, par le fait d'accepter le fait d'être une machine et d'aimer le fait d'être une machine. Donc c'est-à-dire, soit tu embrasses complètement ta condition de machine parce que tu es une machine, soit tu vas justement faire l'inverse, tu vas t'émanciper, mais en gardant cet esprit de machine. Voilà, c'est un peu plus compliqué, j'ai réfléchi, mais bon. Donc là, pareil, on va se retrouver avec deux grands choix, deux grandes valeurs, l'émancipation ou le fait d'accepter sa condition, mais accepter sa condition de manière consciente. La seule façon dans ce jeu de ne pas avancer, c'est dans l'inaction. Ça nous pousse toujours à faire des choix. Si on est inactif, j'avais testé dans le jeu en essayant de faire comme si les robots étaient vraiment des robots, donc ne réfléchissent que en termes de robots. Kara, au début, quand elle doit aller secourir l'enfant, je lui ai fait ne pas bouger, et du coup, son histoire s'est terminée là, puisque c'est un robot qui reste un robot, donc qui n'a pas d'évolution. Et après, il y a aussi des choix où si on fait mal des trucs, on meurt, donc ça c'est un peu plus gênant. Mais dans l'ensemble, c'est dans l'action qu'on réussit à faire quelque chose, donc toujours dans le fait que le spectateur doit agir et donc doit s'impliquer, et que s'il le fait pas, voilà, il y a risque de mourir et risque qu'il ne se passe rien. Ma conclusion par rapport à cet exemple de Detroit Becoming Human, on va pas faire une dissertation non plus de 3/4 d'heure en citant 5 autres œuvres, hein, voilà, c'est que la sensation que j'en ai eue, c'est que pour faire un bon visual novel, un bon livre interactif et aussi une bonne histoire, mais c'est vraiment d'avoir cet esprit de roman initiatique où en fait aucun choix que l'on fait n'est mauvais. Le fait de ne pas en faire, ça crée l'inaction et ça c'est mauvais. Par contre, aucun choix n'est mauvais dans la mesure où, en fonction des grandes valeurs qu'on va vouloir poursuivre, il va falloir faire certaines actions. Et donc ça va nous emmener à des fins différentes, mais c'est pas forcément des mauvaises fins. Je vais pas vous spoiler le jeu, mais j'ai envie de dire, on peut obtenir ce que l'on veut dans ce jeu en suivant sa volonté. On peut obtenir sa liberté. Dans tous les cas, dans ce jeu, tu vas finir par obtenir, je pense, ta liberté, sauf si tu meurs, mais ça dépend juste quelle définition de la liberté tu voulais pour ce personnage-là en particulier. Et quelle valeur tu pensais qu'il pouvait poursuivre. Voilà, et donc c'est en ça que je trouve que Detroit Becoming Human est un excellent visual novel, puisque pour moi ça reste un visual novel, contrairement par exemple à des jeux d'enquête qui sont certes sympathiques, mais qui sont très linéaires, et donc pour se revendiquer en tant que visual novel c'est compliqué parce qu'en fait il n'y a qu'un seul choix possible. Ou alors des jeux de drague où en fait si tu atteins 100% d'affinité avec le personnage t'as gagné, si t'es à 0% t'as perdu. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est en cela que je trouve que finalement pour faire un bon visual novel il faut juste laisser des choix déterminants qui font que chaque fin correspondra à ce que voulait à la base le spectateur. Même si bien évidemment ça fait pas non plus des millions de fins, donc voilà. Je crois que j'ai fini ma dissertation de 3/4 d'heure. Je voulais faire une petite vidéo rapide, au final je pense que c'est plus long que toutes mes vidéos. Mais voilà, j'étais assez... Je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez, notamment parce que je pense que je vais le partager aux personnes qui sont dans le truc de RNP, donc je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez, même si vous en avez déjà discuté dans la partie débat, et auquel j'avais déjà un petit peu participé. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et ce que vous pensez de ce qu'est un bon visual novel.